Bonjour à tous. Me voici aujourd'hui de nouveau avec un questionnaire à choix multiples, 9 questions sur la mythologie, la religion et l'histoire, la MRH. Première question de mythologie. Dans quelle mythologie entend-on parler d'un jeune homme qui est réduit en cendres dès qu'il pose le pied à terre après un voyage en mer? Est-ce qu'il s'agit de la mythologie amérindienne, de la mythologie nordique ou de la mythologie celte? 5 secondes pour répondre. Il s'agit de la mythologie nordique. Le voyage de Bran raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui vivent en Irlande et qui entendent parler d'une île paradisiaque où vivent des femmes expertes dans l'art de l'amour et qui, en plus de cela, offrent une paix éternelle aux braves personnes qui sont avec elles. Alors, ces jeunes gens, alléchés par la perspective d'amour et de paix, eh bien, décident de prendre la mer. Après de nombreuses aventures en mer, ils arrivent dans cette île. Et tout se passe bien. Chaque jeune homme prend une belle femme avec lui. Ils vivent ensemble pendant quelques années, mais un d'entre eux, à un moment donné, est un peu nostalgique et désire rentrer au pays en Irlande. Il convainc ses compagnons de reprendre la mer, et ainsi fut fait. Ils voyagèrent sur la mer pendant aussi pas mal de temps. Et pendant leur voyage, ils sont avertis qu'ils ne peuvent pas retourner sur leur île en Irlande, ils ne peuvent pas poser pied à terre, car s'ils le faisaient, ils seraient réduits en cendres systématiquement. Quand ils arrivent au large des côtes d'Irlande, beaucoup de temps s'est passé, personne n'est capable de les reconnaître, tout comme eux ne peuvent reconnaître les habitants d'Irlande, car ça fait trop longtemps qu'ils sont partis. Malgré cela, et l'avertissement qu'il valait mieux ne pas poser pied à terre, l'un des compagnons mit pied à terre et fut réduit en cendres. Cette histoire, qui propose de nombreuses similitudes avec l'Odyssée d'Homère, l'histoire d'Ulysse qui retourne dans sa patrie en de nombreuses années après le siège de la ville de Troie, eh bien, est quand même une très très belle histoire, mais fut écrite entre 2000 et 3000 ans après l'histoire d'Homère, après l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse retournant dans son pays. Ulysse, d'ailleurs, en grec, on dit cela Odysseus, c'est pourquoi on a donné le nom de Odyssée à son voyage de retour vers sa patrie d'Ithaque, donc en Grèce. La deuxième question parle justement de Ulysse. Quel est le prénom de sa femme, de son épouse? Est-ce qu'il s'agit de Léda? Est-ce qu'il s'agit de Pénélope ou d'Hélène? 5 secondes. Eh bien, la femme d'Ulysse, sa très patiente femme, s'appelle Pénélope. Pénélope reste à Ithaque, patrie d'Ulysse, donc une partie de la Grèce, pendant de 10 à 20 ans. Les 10 ans du siège de Troie et les quelques années de voyage d'Ulysse sur les mers avec beaucoup de péripéties. Pendant ce temps-là, des grossiers merles, des prétendants à sa main, s'installent dans le palais où elle reste à attendre son époux, très patiemment et très fidèlement. Elle refuse de se marier avec l'un de ses prétendants qui se conduisent tous comme des malotrus dans le palais d'Ulysse. Elle a une ruse, c'est que elle choisira son époux que lorsque son travail de tissage sera achevé. Mais oui, pendant la journée, elle tisse, mais la nuit, elle détisse. Ce qui fait que son travail n'est jamais achevé. Vous imaginez, pendant de nombreuses années. Et à la fin du voyage d'Ulysse de l'Odyssée, quand Ulysse arrive vieilli
dans sa patrie d'Ithaque, qui veut revoir sa femme, son épouse si fidèle et attentionnée envers lui, qui a refusé avec cette astuce de prendre l'un des prétendants grossiers comme époux, eh bien Ulysse n'a d'autre choix que de chasser les prétendants de son palais. Mais non, il ne les chasse pas, il fait mieux que ça. Il décide de les transpercer de la flèche de son arc. Et donc, lorsqu'il arrive dans son palais, il les trucide tous avec son arc. Et donc, il peut retourner près de son épouse. Voilà donc l'histoire de l'Odyssée. Quant à Hélène, eh bien, qui est-ce? Hélène de Troie ou Hélène de Sparte? En réalité, c'est l'épouse du roi Ménélas de Sparte qui va avec son époux et d'autres Grecs en voyage diplomatique à Troie. Et pendant ce voyage, alors que l'époux parle très certainement de politique, etc., le fils du roi de Troie, qui s'appelle Paris, s'éprend de la belle Hélène, l'épouse de Ménélas. Et au moment du retour des Grecs en Grèce, Paris a enlevé Hélène pour en faire sa femme. Évidemment, ça n'a pas plu à son époux Ménélas, qui, une fois retourné en Grèce, lève une armée de milliers et milliers de personnes pour aller récupérer sa femme en terre troyenne. Et donc, l'Iliade, qui est le premier volet de l'Iliade et de l'Odyssée, raconte ce siège de 10 ans qui se termina par la destruction totale de la ville du roi Priam, dont le fils avait épousé et donc enlevé la belle Hélène, Hélène de Troie ou Hélène de Sparte, donc elle est grecque mais enlevée par Paris. Voilà donc pour cette histoire. Une troisième question maintenant sur la mythologie. Il s'agit d'une histoire un peu macabre. Quelle est la personne qui, dans la mythologie grecque, a été punie pour avoir donné à manger son propre fils à Zeus? Est-ce qu'il s'agit de Tantale, de Sisyphe ou d'Hercule? Les 5 secondes sont passées. Il s'agit de Tantale, dont le célèbre supplice était, au royaume des enfers, chez Hadès, de se trouver dans un lieu inondé, entouré d'eau, et donc à proximité de fruits. Mais le malheur est que Tantale, ayant été puni par Zeus pour cette tromperie indigne, dès qu'il s'approche de l'eau pour étancher sa soif, ou qu'il tend la main pour prendre un fruit parce qu'il a faim, eh bien tout disparaît. C'est donc ça le fameux supplice de Tantale, ne pas pouvoir avoir ce qu'on a à portée de main, mais voilà, donc il y a un sortilège qui fait que tout disparaît. Sisyphe, lui, eh bien, c'est aussi un autre condamné dans le séjour des enfers, le royaume des morts, chez Hadès. Et Sisyphe, il doit rouler un rocher jusqu'au-dessus d'une colline. Et chaque fois qu'il arrive au-dessus de la colline, le rocher redescend cette colline. Et donc, Sisyphe est obligé de redescendre, prendre le rocher et le rouler jusqu'au-dessus de la colline. Et chaque fois, dans un mouvement perpétuel, le rocher, il le monte, il descend. Il doit aller rechercher le rocher, le faire monter, tout le temps dans un mouvement perpétuel qui n'a pas vraiment de fin. Donc, c'est un terrible supplice aussi, la torture de Sisyphe. Quant à Ulysse et ses travaux d'Hercule, c'est une autre histoire. Il n'a pas été puni, mais pour être accepté par les dieux, etc., Zeus le condamne à 12 travaux, et bien des personnes connaissent un peu ces histoires-là. Donc voici la fin de 3 questions sur la mythologie. Quel est le principe spirituel éternel hindou qui fait que l'on voyage d'une forme à une autre après notre mort? Quand je dis « on », d'après mes sources et l'encyclopédie Mémo Larousse, il s'agit des êtres humains, bien entendu, mais aussi de... Oh, j'aurais dû couper mon GSM, ça se met toujours en route quand il faut pas. Mais je vais revenir. Après cette interruption, je ne sais plus trop où j'en étais. Oui, le principe spirituel éternel hindou, qui fait que l'on voyage d'une forme à une autre, nous, les êtres vivants, et aussi les animaux. Apparemment pas
pas les végétaux, d'après le Memo Larousse, l'encyclopédie que j'ai consultée. Alors, comment s'appelle ce principe? Est-ce que c'est la transformation, la transmutation ou la transmigration? Encore une fois, 5 secondes. Eh bien, il s'agit de la transmigration. Alors, la transmigration, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le raconter quand même assez vite. J'avais dit que je ne dirais pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose à dire pour les 2 autres questions en tout cas. Mais c'est quand même intéressant de savoir que pour les hindous, on a un Atman en nous, c'est notre nous. Et l'Atman est libéré après notre mort et est libre de voyager d'une forme à une autre. Et tout cela se rapporte au karma. Pendant nos différents voyages, si on charge ce karma très lourdement parce qu'on a fait des mauvaises actions ou on est environné de mauvaises choses, eh bien on aura du mal à se libérer. Par contre, si le karma est léger, on aura plus facile à se libérer et donc à mettre fin à ce voyage d'une forme à une autre. Ça, c'est le principe de transmigration. Quant à la transmutation, c'est un principe d'alchimie assez célèbre qui consiste en la transformation d'un métal pas fort pur en métal pur, notamment transformer le plomb en or grâce à la pierre philosophale notamment. Ça, c'est un principe d'alchimiste qui est quand même un peu le fantasme de notre société occidentale, la transmutation, donc par exemple du plomb en or, changer un métal non noble en un métal noble. Deuxième question, quelle est cette terre qui est dite être un territoire où ruisselle le lait et le miel? Est-ce qu'il s'agit de la terre d'Égypte, ce territoire où ruisselle le lait et le miel, ou est-ce qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle le territoire partagé de Palestine et d'Israël, donc ce territoire palestino-israélien, ou est-ce qu'il s'agit du Mexique? Encore une fois, 5 secondes. Eh bien, ce territoire est le territoire partagé entre Israël et Palestine. Cela se trouve dans l'Exode 3, donc l'Ancien Testament, la Bible des chrétiens. Et donc, cette terre promise est le territoire où ruisselle le miel et le lait et le miel. Troisième question de religion. Quelle est la date de la découverte des célèbres manuscrits de la mer Morte? Est-ce que c'est en 1900, en 1926 ou en 1946? Eh bien, ces manuscrits de la mer Morte, aussi connus comme les manuscrits de Qumran, ont été découverts par un berger en 1946, tout près de la mer Morte. Il s'agit de 7 manuscrits au départ, d'une communauté de moines, un peu à l'écart du monde, et cela fait partie du code de l'Ancien Testament, en tout cas de la tradition hébraïque. Maintenant, nous allons parler des 3 questions d'histoire. Elle n'est peut-être pas fort connue, mais la bataille d'Azincourt, quand a-t-elle eu lieu? Est-ce que c'était pendant la guerre des 100 ans? Est-ce que c'était pendant la guerre de sécession ou la guerre des Malouines? 5 secondes. La bataille d'Azincourt était une bataille de la guerre des 100 ans. C'était la première des 3 batailles et victoires majeures du roi King Henry V d'Angleterre. Il a donc battu les Français lors de cette bataille célèbre et célébrée surtout par Shakespeare. En effet, il a écrit une histoire éponyme qui s'appelle King Henry V. Voilà, je ne vais pas vous demander de lire Shakespeare, mais si vous êtes intéressé par cela, il faut savoir qu'il y a des personnages truculents,
dans l'histoire de King Henry V. Je vous réfère notamment au cinéma et à Kenneth Branagh, qui a fait un jeu d'acteur comme King Henry V dans le film éponyme. Et là, en tant que roi Henri V, il campe un tout autre personnage dans les allures, manières et l'aura que dans Harry Potter, si vous voyez à quoi je fais allusion. Kenneth Branagh dans Harry Potter représente le professeur Lockhart et il est complètement à la ramasse, tandis que dans King Henry V, Kenneth Branagh campe un tout autre personnage qui est à la base une partie du nationalisme anglais, donc je vous le recommande. Une deuxième question sur l'histoire. Ah oui, je suppose que pour nos amis français, ils préféraient que je parle de Marignan, qui est une bataille qui a eu lieu 100 ans après la bataille d'Azincourt, qui elle n'est pas fort connue, tandis que Marignan est très connue, victoire française, là au moins, mais comment dire, ce n'est pas mon sujet ici. Et en plus, c'est un autre temps, un autre contexte et contre d'autres adversaires. Donc désolé, je ne vais pas parler de Marignan. Par contre, sur la valeur et le courage des Anglais, je vais quand même un petit peu parler de la guerre des Malouines, puisque c'était une des propositions pour les réponses. La guerre des Malouines ou de Falkland, les îles Falkland, ça a eu lieu en 1982 et les Anglais ont réussi à repousser des offensives des Argentins pour conquérir les îles Falkland, donc les îles Malouines. C'était en 1982, encore une fois, c'est les Anglais qui ont gagné. Je ne l'ai pas fait exprès, même si à Azincourt c'était le cas aussi. Il faut croire que les Anglais sont fort valeureux, j'en sais trop rien. Churchill ne dira sûrement pas le contraire. Et pour ce qui est de la guerre de sécession, c'était en Amérique du Nord, entre 1861 et 1865. Et ça mettait aux prises les troupes du Nord aux troupes du Sud. Les troupes du Sud qui voulaient maintenir l'esclavage des Noirs en Amérique, tandis que les troupes du Nord voulaient l'abolition de l'esclavage. Ce sont les nordistes qui ont gagné, les tuniques bleues. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ceci. Tunique bleue, les vainqueurs de la guerre des sécessions, sous forme de bandes dessinées avec Chesterfield, Blotch, etc. Donc moi j'aime beaucoup les bandes dessinées. Allez donc lire un petit peu les tuniques bleues, ce serait très très chouette. Deuxième question d'histoire, et on arrive tout doucement vers la fin de ce QCM, enfin allez-vous dire, qu'est-ce qui a inspiré le cubisme? Est-ce que c'est l'art tribal africain? C'est de la peinture, hein, donc le cubisme représenté notamment par Picasso. Est-ce que c'est l'art tribal africain? Est-ce que c'est l'art japonais? Ou est-ce qu'il s'agit en fait de l'art, allez, comment vais-je dire, mexicain? Le 5 secondes vont bientôt se passer. Je arrive à la fin, je suis un peu fatiguée. Alors le cubisme est inspiré de l'art tribal africain. Son plus grand représentant, le plus célèbre, c'est Picasso. En son temps, début XXe siècle, il a fait scandale avec ses célèbres demoiselles d'Avignon. Voilà, parfait exemple de cubisme et assez déconcertant, même pour sa famille. Et dans ses innovations, heureusement que Picasso s'est soutenu par un autre peintre, Braque, et ensemble ils ont été les grands initiateurs du cubisme, qui maintenant est un art de peinture assez reconnu, même si plus trop pratiqué, il est vrai. Enfin, je pense en tout cas, moi je vois plus souvent de l'art abstrait que vraiment du cubisme. Mais voilà donc pour ce qui est du cubisme, c'était inspiré par l'art tribal africain. Dernière question d'histoire, c'est au sujet d'une femme assassinée qui, dans les années 70-80, s'est établie au Rwanda, dans les volcans Birunga, et qui a pris la défense déjà en ce temps-là des gorilles qui étaient menacés. Et donc, quel est le nom de cette femme, de cette héroïne? C'était écolo avant l'heure. Alors, est-ce qu'il s'agit de Diane Fossey? Est-ce qu'il s'agit de Mystique? Ou est-ce qu'il s'agit de, en fait, je ne retourne plus sur son nom, moi, un instant.
comme je le disais, c'est la fin. Ça fait 20 minutes que j'enregistre. Où est-ce qu'il s'agit de Rosa Parks. C'est pas parce que j'ai hésité pour Rosa Parks que ce n'est pas d'office Rosa Parks. Ça pourrait très bien être elle, hein, parce que des fois je me souviens pas de la bonne réponse. Donc Rosa Parks, mystique, ou Dian Fossey, cette femme assassinée au début des années 80 qui a pris la défense des gorilles dans les volcans du Virunga. C'était Dian Fossey. Elle a écrit Gorille dans la brume. Et donc, elle n'est pas très très connue, c'est vrai, mais il faut quand même savoir que son courage a fait en sorte que on a commencé à prendre un peu plus conscience de l'écologie. C'était les prémices de l'écologie. Et son courage a fait qu'elle s'est retrouvée assassinée par les braconniers et autres marchands de chair, etc. Mais ici chair animale. Autres personnes qui faisaient des choses illicites. Voilà, je suis arrivée enfin au bout. Je souhaite que vous ayez quand même apprécié cet enregistrement. Je vous dis salut, à une prochaine.